Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter des jeux de mini-groupe, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'appelle un mini-groupe? C'est à partir du moment où tu as moins de 5 personnes ou 5 joueurs, parce qu'on parle de jeu, là, voilà. Donc, tu as moins de 5 joueurs à la base pour démarrer ton jeu. Et en fait, le truc, c'est que cette situation-là, c'est vrai que dans les accueils collectifs des mineurs, elle est assez rare. Parce que en général, tu as des groupes qui sont plus nombreux que ça, ou alors tu te retrouves dans ces situations-là, un petit peu dans les moments qu'on appelle informels, donc c'est-à-dire où il n'y a pas de temps d'activité prévu, donné pour ces moments-là, d'accord? Donc c'est pas un temps officiel d'activité, c'est en général dans ces moments-là que tu t'y retrouves, mais il n'empêche qu'il se peut que tu te retrouves des fois sur le terrain avec un petit groupe de moins de 5 jeunes avec toi à la journée, par exemple, et tu vas te dire, mais comment est-ce que je vais les animer pendant toute cette journée-là, ok? Et si tu veux, ben, c'est normal aussi un petit peu que cette ressource soit un petit peu rare et un petit peu répandue, parce que la majorité des ressources d'animation, si tu veux, elles sont pour des jeux aux alentours de la dizaine de joueurs. Okay, et donc, bon, ben voilà, là, tu vois, ici, on vit en ce moment une période de confinement. Et donc, c'est peut-être le bon moment pour te former au jeu de mini-groupe. Alors, tout simplement parce que, premièrement, bah, tu as du temps qui est disponible à ça. Et ou peut-être même que tu es en train de garder des jeunes, un petit groupe de jeunes pour le personnel soignant, par exemple. Ou alors, peut-être même que dans tes pratiques, tu as l'habitude de te retrouver soit parce que tu fais du babysitting, ou peut-être même que tu as de la famille avec tes petits cousins, je ne sais quoi, tes petits frères, tes petites sœurs. Ou alors, des fois, tu organises des soirées événements organisées ou des trucs événementiels un petit peu, et des fois on ne sait pas trop quoi faire avec le peu de jeunes qu'on a qui sont venus parce que les parents pouvaient pas venir, pouvaient pas les confier à quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. Enfin voilà, et peut-être même que sur le terrain, toi, tu seras confronté à l'avenir à devoir te retrouver avec des mini-groupes, d'accord? C'est possible que tu te retrouves, des fois, on te confie un groupe de moins de 5 personnes à la journée, ok? Bon alors, si tu me connais pas, moi, je m'appelle Lex et je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Si tu veux, pour ça, j'ai créé Animare. C'est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant à travers lequel je suis en train de te parler. Regarde la description de la vidéo si ça t'intéresse. Si tu me connais et que tu sais à quoi t'attendre, eh ben, tu sais que tu devrais aller chercher de quoi prendre des notes pendant le générique. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors tu sais, le plus compliqué sur le terrain, c'est d'avoir de la ressource pour ces mini-groupes, tu sais, et de la ressource activité, et c'est pas forcément évident et donné à tout le monde, comme je te le disais tout à l'heure. Et le problème, c'est que si t'as pas cette ressource-là et que tu es confronté à devoir encadrer un mini-groupe, à devoir l'animer, ben le temps risque d'être long parce que t'as pas la ressource, tout simplement. Tu risques aussi de perdre ta crédibilité et surtout, moi je pense le point le plus important, c'est que des jeunes qui s'ennuient, c'est des jeunes qui s'occupent par eux-mêmes. Et s'occuper par eux-mêmes, en général, ça veut dire faire des bêtises, faire des conneries, et donc derrière déjà il faut les récupérer, et puis ensuite derrière voir est-ce que tu sanctionnes, est-ce que tu punis, voire peut-être même rattraper les bêtises, enfin bref, tu vois, c'est des problèmes que tu pourrais éviter si tu avais des activités de mini-groupe à leur proposer. Et donc en gros, ben tu vois, tu finis par faire de l'autorité pour avoir la paix. Et là je passe un gros big up à tous les parents qui se reconnaissent en ces temps de confinement. Et donc tu risques tout simplement d'avoir des gros risques de conflit entre les jeunes et toi, et tu risques aussi d'avoir une certaine lassitude, voire de te dégoûter du public en question. Ok, et tu sais, c'est pas forcément de ta faute, hein. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est trop rarement abordé en organisme de formation classique, le fait d'animer des mini-groupes et qu'on te donne de la ressource à ce niveau-là. Et peut-être que toi, t'as pas forcément assez d'expérience, ou peut-être que t'as pas rencontré non plus sur le terrain les personnes qui pouvaient te former justement à ces jeux de mini-groupes. Ok, tu vois, moi par exemple, il m'a fallu 2 ans en tant qu'animateur pour rencontrer un premier jeu de mini-groupe que je vais te présenter là
là d'ici quelques instants, qui s'appelait le quart de singe. Et donc, ouais, tu vois, j'en avais même pas pris conscience avant de rencontrer le jeu et de voir que ça pouvait exister. Ok. Et le truc, en fait, si tu veux, avec ces jeux de mini-groupes, c'est qu'il faut les connaître. Il n'y a pas de secret, en fait. C'est juste qu'il faut les connaître. Et comme les occasions de les mettre en place sont plutôt rares, ceux qui les connaissent sont plutôt rares, ceux qui les transmettent le sont encore plus, ceux qui les retiennent le sont encore plus, et ceux qui les remettent en place le sont encore plus. Ok, rare, hein, évidemment. Ok. Et puis le truc, c'est qu'on a facilement tendance à les oublier, surtout si on les a pas menés, ce type de jeu. D'accord? Alors de quoi est-ce que tu as vraiment besoin? Ben, tu as besoin, toi, ici, de découvrir dans un premier temps les jeux de mini-groupes et de surtout pouvoir t'y replonger à chaque fois que tu en as besoin. C'est exactement ce que je te propose à travers Animare TV et sur la médiathèque Animare. Okay. Et donc moi ce que j'ai fait c'est que voilà, j'ai préparé là un répertoire d'une douzaine de jeux de mini-groupes que je mets à ta disposition, et donc c'est une douzaine de jeux de mini-groupes qui sont variés et à remettre en place dans tes futurs mini-groupes, ok, dans tes futurs encadrements de mini-groupes. Alors, moi, avant de te parler des jeux, je voudrais déjà revenir avec toi sur quels résultats tu auras dans le fait de mettre en place des jeux de mini-groupes. Déjà, comment est-ce que tu te sentirais si tu n'avais plus à stresser pour savoir ce que tu allais bien pouvoir faire avec ton mini-groupe, tu vois, parce que voilà, tu te dis, je les ai là et je sais pas quoi faire avec eux, ça peut être une situation assez stressante, assez angoissante. Voilà, donc tu pourrais déjà t'enlever une épine du pied en te formant à ça. Et aussi, imagine que demain, tu n'auras plus à quémander des activités pour mini-groupes sur les différents groupes Facebook qui sont rarement, en plus, quand on te répond, qui sont rarement aussi bien expliquées que celles que je te présente en vidéo. D'accord ? Si on te fait pas que te donner juste un nom d'activité, démerde-toi avec. En plus, c'est très souvent ce qui se passe sur les groupes Facebook. Enfin bref. Et ça, c'est un petit peu dans les premiers temps à court terme, mais surtout sur le long terme. Tu vois, à force de les mettre en place, tu vas pouvoir aider tes collègues en les formant aux jeux de mini-groupe. Ben oui, c'est bien aussi si on se transmet les choses un petit peu sur le terrain, et voire même tu vas peut-être devenir une référence en la matière sur le terrain. On va faire appel à toi justement quand il va falloir encadrer un mini-groupe, et on va se dire hey, mais toi on sait que tu gères, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien aller gérer cet après-midi tout seul avec un mini-groupe, tout seul ou toute seule, hein, c'est la même chose. Ok. Et alors, du coup, moi, si tu veux, là, ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer des jeux de mini-groupes que moi, j'utilise et que je véhicule sur le terrain, d'accord? C'est pas des jeux que je sors d'une fiche d'activité que j'ai trouvée et que j'ai jamais mis en place. C'est des jeux que je connais, dont je connais le sens et que je sais qu'ils fonctionnent et qu'ils ont vraiment de l'intérêt à les mettre en place auprès de ton public, d'accord? Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va se retrouver après 2 jeux de mini-groupes que je vais te présenter ici gratuitement. Donc, je vais te présenter à la fois les jeux, je vais aussi te donner des conseils sur chaque jeu, je vais te faire aussi un bilan sur chaque jeu, ok? Et donc on va se retrouver ici pour que je t'explique, donc après ces 2 jeux, hein, qu'on va se retrouver pour que je t'explique comment est-ce que tu peux avoir les autres jeux de mini-groupe que j'ai préparés pour toi et qui t'attendent d'ores et déjà sur la médiathèque Animare. Alors, ici, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on joue au quart de singe. Le quart de singe est un jeu que tu peux faire en mini-groupe car en gros, on commence à y jouer à partir de 3 joueurs. Et bon, après, si tu dépasses pas les 8, c'est bien, mais bon, ça, on verra plus tard, ok? Et donc, le quart de singe, moi, j'adore ce jeu parce qu'en fait, si tu veux, le but de ce jeu, c'est de ne pas devenir singe. Et si jamais tu deviens singe, le but est de redevenir humain et de faire en sorte que les autres deviennent des singes. Alors, je t'explique tout de suite comment est-ce qu'on joue. Alors, pour le quart de singe, déjà, premièrement, tu as besoin d'absolument rien. Tu vois, bon, moi ici, j'ai pris un tableau et des marqueurs pour t'expliquer, pour pouvoir te faire un petit schéma. Enfin, bref. Donc ici, pour le quart de singe, donc je vais te l'expliquer tout simplement avec les bases. Donc ici, avec 3 joueurs. Donc, alors, premièrement, ici, donc je vais les nommer A, B et C, mes joueurs, tu vois. Ça va pas être compliqué. A, B et C. Ok? Là, et là. Et on va dire que pour eux, dans un sens conventionnel, tu vois, qu'on va tourner dans ce sens-là, le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ok? Bon, très bien. Donc, si je faisais une figuration, moi je suis le joueur A, ici tu as le joueur B et ici tu as le joueur C et on va tourner comme ça. Tu comprends? Bon, très bien. Du coup, alors en fait, pour jouer au quart de singe, ici, ce qu'on va devoir faire, c'est créer un mot en commun. Donc pour créer un mot en commun, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun donner une lettre d'un mot et
Comme ça, on doit créer un mot tous ensemble en donnant chacun une lettre. Et il y a un moment, on va voir si le mot correspond à quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Et c'est comme ça qu'on va déterminer un petit peu derrière qui va devenir singe ou qui ne va pas l'être. Je t'explique. Donc ici, par exemple, tout simplement, on va dire que voilà, on doit constituer un mot tous ensemble. Et en gros, le premier qui va se planter va prendre un quart de singe. Je t'explique un petit peu plus tard. Ok? Donc, ici, par exemple, moi, je suis le joueur A et on va dire que moi, je vais donner une première lettre qui va être le C, d'accord? Parce que moi, je pense au mot canard, tu vois, voilà, j'ai envie qu'on fasse le mot canard et la première lettre du mot canard, c'est la lettre C et donc je vais dire C pour canard, ok? En sachant que derrière, tu dis pas le mot auquel toi, tu penses dans ta tête, d'accord? On va construire un mot collectivement sans dire les mots auxquels nous, on a pensé dans un premier temps, ok? Donc moi, je pense au mot canard, la première lettre du mot canard, c'est la lettre C. Et donc, je dis, donc pour le joueur suivant, le joueur B, et donc je vais lui dire, voilà, C. Moi, je te dis C. Et donc, lui, il doit continuer le mot qui commence par la lettre C, d'accord? Et lui, il va me donner, par exemple, la lettre U. Parce que lui, il pense à cuisine. Ok? D'accord? Donc, très bien. Donc, pour le moment, on est à C et U. Ok? Donc, il dit, bah voilà, C, U. Maintenant, c'est au joueur C de jouer. Et le joueur C, bah lui, il va donner la lettre C. Ok? Et donc là, ici, donc les lettres, ça fait C-U-C. Ok? Et là, ici, je te donne pas son mot, mais tu vas voir que là, ici, tu vois, tu te dis, bon, il n'y a pas beaucoup de mots qui commencent par C-U-C. Et moi, logiquement, je suis censé continuer le mot, mais je vois pas de quoi, c'est quoi le mot qui peut me dire derrière, c'est quoi C-U-C? Moi, je trouve pas de mots, j'ai pas de mots qui me viennent, et donc j'ai pas de lettres qui me viennent. À ce moment-là, j'ai deux solutions, d'accord? Première solution, je donne une lettre au hasard, ou plus ou moins au hasard, et après, ça va être au joueur suivant de se demander ce qu'il va faire avec cette lettre, d'accord? Est-ce qu'il lui trouve un mot, est-ce qu'il peut continuer ou pas, d'accord? Maintenant, si vraiment tu es coincé et que tu te dis mais non, mais c'est pas possible, ce que tu peux très bien faire de l'autre côté, c'est de dire au joueur précédent, c'est quoi ton mot, ok? Et donc là ici, si on reprend, C-U-C. Et moi ici, là, je suis le joueur A. C'est à moi, derrière C-U-C, de trouver une lettre. Je trouve pas. Et je lui dis au joueur C, c'est quoi ton mot? Et là, le joueur C me sort le mot cucurbitacée. Alors, une cucurbitacée, si tu sais pas ce que c'est une variété de plantes. Pour faire simple, ça reprend les potirons, les coloquintes, etc. En gros, tout ce qui va tourner autour des courges, tu vois, courgettes par exemple. Et ben tout ça, ce sont des cucurbitacées. Ok, c'est une famille de plantes. Bon, très bien. Et donc là ici, le joueur C, il avait vraiment un mot, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, s'il avait vraiment un mot qui existe réellement, le cucurbitacé, tu peux aller vérifier dans le dictionnaire, ça existe, C-U-C, C-U-C-U, R-B-I-T-A-C-E-E. Bon, va voir dans le dictionnaire. Bon, enfin bref. Et du coup, lui, il avait donc vraiment un mot qui existe. Et donc, à ce moment-là, s'il avait vraiment un mot qui existe, prouvé, qu'on peut aller vérifier, eh ben, moi, joueur A qui lui ai demandé c'est quoi ton mot, eh ben, moi, à ce moment-là, je prends ce qu'on appelle un quart de singe. Donc, moi, je deviens un quart de singe. Je suis un trois quarts d'humain et un quart de singe. D'accord ? Et donc ici, voilà, lui il avait un mot. Mais on aurait très bien pu partir dans le cas précédent, dans le cas contraire, où le joueur C n'avait pas de mot. Tu vois, il m'a dit C-U-C, mais voilà, il n'avait pas de mot, il va te dire... je sais pas, soit il te dit bah j'ai pas de mots, soit il t'invente un mot du genre cucortrinque, voilà, il t'a inventé un mot, ou alors il va te dire cussinet, en pensant à un coussinet, tu sais, sous la patte du chien ou du chat. Et voilà, là, le mot, il est mal orthographié, d'accord? Et donc, en gros, il n'a pas de mot bien orthographié, d'accord? Qui existe réellement, ok? Et ben, à ce moment-là, c'est lui qui prend un quart de singe et donc qui devient un trois quarts d'humain et un quart de singe. Et ainsi de suite, d'accord? Donc là, ici, il a perdu, il a perdu là, dans l'exemple que je viens de citer, mais en gros, la règle, c'est celui qui vient de se manger un quart de singe, donc soit celui qui n'a pas compris qu'il y avait un mot vraiment avec les lettres précédentes, ou alors c'est celui qui n'avait pas de mot réel existant à qui on a dit c'est quoi ton mot, d'accord? Donc je te répète, quand tu prends un quart de singe, il y a quelqu'un qui
comprend pas ou qui doute des mots du mot qu'on est en train de construire et dont la dernière personne a donné la dernière lettre, elle va dire c'est quoi ton mot? Soit il y a un vrai mot et c'est la personne qui a demandé qui prend le quart de singe, soit il n'y avait pas de mot et donc c'est l'autre qui prend le quart de singe, d'accord? La dernière personne à avoir donné une lettre, ok? Donc ça c'est la base, ok? C'est comme ça qu'on fait. Et donc à ce moment-là, la personne qui a pris un quart de singe recommence un nouveau mot, d'accord? Tout simplement. Et donc là ici, je partais du principe où donc là ici, bon bah c'est moi qui me suis trompé avec cucurbitacé, je l'ai pas trouvé, je le connaissais pas, et donc du coup je recommence un nouveau mot en donnant n'importe quelle lettre, celle qui me plaît, ou alors c'est l'autre juste avant qui redonne une nouvelle lettre parce qu'il a pris un quart de singe, parce que le mot cuisiné par exemple n'existe pas, on dit un coussinet, d'accord? Et puis en plus c'était très mal orthographié parce que coussinet c'est avec 2 S, enfin bref, on s'en fout, ok? Mais tu as compris le principe, ok? Donc voilà, ça c'est la première façon de prendre un quart de singe, ok? Deuxième façon de prendre un quart de singe, c'est si jamais tu termines un mot, d'accord? Donc par exemple, je vais prendre le mot dent au pluriel, parce que oui, tu peux rallonger les mots soit en les mettant au pluriel, soit les transformant en adverbe, etc., etc. Et donc si je prends dent, si je prends le mot dent, on aurait pu le transformer en dentition, tu vois, par exemple. Mais là, ici, je prends dent et on est retrouvé commencé avec dent. Donc, par exemple, c'est le joueur C qui a commencé. Il a dit D. Ce qu'il pensait à dromadaire. Derrière, moi, ici, je vais dire E parce que je pense à densité. Derrière, l'autre, il dit N parce qu'il pense à... je sais pas, il dit N, D-E-N, une denrée, tu vois, une denrée alimentaire, ok? L'autre derrière, il dit T parce qu'il pense à dent. Et en gros, il y a une seule façon de continuer le mot. Enfin, il n'y a pas qu'une seule façon de continuer le mot, tu vois, j'aurais pu dire dentition, on peut dire dentaire, ou enfin bref, tu vois, mais voilà. Et puis moi derrière, je trouverais mieux derrière que de mettre un S, d'accord? Donc ça fait dent au pluriel et j'ai fini le mot, d'accord? D-E-N-T-S, j'ai fini le mot. Si tu finis le mot, tu prends un quart de singe, d'accord? Donc ça aussi, ça peut être un bon moyen de piéger les autres, ok? Si tu les forces à terminer un mot, ok? Et donc, au bout d'un moment, tu vas bien te douter que si on recommence des mots ainsi de suite, ben je vais pas me prendre qu'un seul quart de singe, je vais bien finir par me planter une fois, 2 fois, 3 fois. Et donc, une fois que tu t'es planté une première fois, on dit que t'es quart de singe, d'accord? T'es un quart de singe. Ensuite, quand tu t'es planté une deuxième fois, on dit que t'es demi-singe, d'accord? Quand tu t'es planté une troisième fois, on dit que tu es 3/4 de singe. Et une fois que tu t'es planté une quatrième fois, on dit que tu es un singe, tout simplement, d'accord? Parce que 4/4 de singe font que 4/4, 4 divisé par 4, ça fait 1, et donc tu es un singe, ok? Donc, du coup, ici, on arrive à un moment tournant du jeu, où il y a un des premiers joueurs, on va dire le joueur B, tu vois, qui, lui, est un singe, ok? Et donc, à côté de ça, on va dire, je sais pas, le joueur C, il est demi-singe, et puis moi, je m'en suis bien sorti dans la partie. Et ben, moi, je suis toujours humain, j'ai même pas quart de singe, c'est possible, tu vois, voilà, je me suis pas planté, je suis bon en orthographe, j'arrive à piéger les autres. Enfin, voilà, tu vois, bon, voilà, je m'en sors très bien, je suis toujours un humain plein, je suis même pas un quart de singe, ok? Donc, lui, il est singe. Lui, il est demi-singe, d'accord? Donc, ce qui veut dire qu'il s'est planté 2 fois. En gros, à chaque fois que tu te plantes, tu prends un quart de singe en plus, ok? Enfin, tu deviens, ton corps se transforme, il y a un quart de ton corps qui devient singe, ok? Une fois que tu es singe, là, le joueur B, il est singe, lui, il a plus le droit à la parole dans le jeu, d'accord? Donc, c'est-à-dire que, en gros, ici, on le met entre parenthèses dans le jeu, il n'existe plus, il ne fait plus partie du tour des mots, d'accord? Ok? Et lui, il a plus le droit donc à la parole dans les mots, en gros on lui demande plus son avis pour construire des mots, bah ouais, les singes ça parle pas, ils ont pas de langage, enfin en tout cas très primaire, encore moins écrit, et donc il n'y a pas de raison qu'ils se mettent à parler avec nous, et donc du coup on continue à jouer avec les joueurs qui restent, ok? En sachant que nous, les joueurs qui restons, comme c'est un singe, le joueur B en l'occurrence, nous n'avons pas le droit de lui parler, d'accord? On lui adresse pas la parole. Et si jamais on lui adresse la parole,
on échange un quart de singe avec lui, c'est-à-dire que lui nous donne un quart de singe que nous on prend. Donc par exemple, je reprends mon exemple, si lui il était demi-singe, le joueur C, le joueur B lui donne un quart de singe, donc lui il était singe, il devient un quart de singe et lui il devient, non pardon, il était singe, donc lui il devient 3 quarts de singe parce qu'il en perd un, et donc lui qui était demi-singe prend un quart de singe en plus, donc il devient 3 quarts de singe. Et si jamais c'était moi qui m'étais mis à lui parler au joueur B, eh ben donc moi qui étais humain plein total, ici lui il serait devenu donc 3 quarts de singe, et donc moi ici je serais donc devenu quart de singe, ok? Et donc, si tu comprends bien, à ce moment-là, lui le singe qui n'a plus droit de parole dans le jeu, mais qui a encore le droit de parole tout court dans la vraie vie, lui son but c'est de faire en sorte qu'on lui adresse la parole. Pourquoi ? Pour que justement, une fois qu'il redevienne 3 quarts de singe, il n'est plus singe. Donc dès qu'il n'est plus singe, il réintègre le jeu et donc il a le droit de redonner des lettres pour former des mots avec les autres. Et donc le but de ce jeu est d'être le dernier humain en jeu et d'avoir transformé tous les autres en singes. D'accord ? Bon, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour pour les règles de base, parce que si tu comprends bien, au bout d'un moment, entre tu vois, là ici, la personne, le B, quand il devient 3 quarts de singe, alors qu'il était singe parce qu'on lui a adressé la parole, on va dire si c'est moi le joueur A qui est récupéré, je deviens quart de singe. Mais donc, il n'y a pas d'autre moyen de perdre les quarts de singe que de quelqu'un nous parle en fait, tu vois, tu peux pas les transférer autrement. Donc ce qui veut dire qu'à force de jouer, tout le monde va devenir de plus en plus singe et gagne le jeu la dernière personne qui n'est pas un singe, ok? Et donc bien évidemment, après une fois que toi t'es singe, t'as pas perdu le jeu tant que t'es 3 quarts de singe. T'es encore humain à 3 quarts de singe. Tu peux gagner le jeu en mettant tout le monde, en rendant tout le monde singe, alors que toi, t'es 3 quarts de singe. Donc, ce qui veut dire que tu peux être le premier singe en jeu, mais le dernier humain à gagner. D'accord? C'est pas perdu quand t'es quart de singe. Quand t'es un singe, pardon. Voilà, donc ça c'est pour les règles de base du jeu. Et voilà, donc là ici ce que je vais faire c'est que je vais te donner quelques petits conseils pour ce jeu. Alors moi déjà c'est un jeu que j'aime bien mettre en place parce que en gros bah voilà, c'est moi je pense que c'est l'exemple pur et dur du jeu d'apprendre en s'amusant en fait. Oui, tu es en train de travailler sur l'orthographe, sur la conjugaison, sur les exceptions de mots, etc. Sur des règles de français à travers un jeu. Et là ici tu joues en t'amusant et bah, c'est un peu jouissif parce que c'est un jeu déjà que tu peux mettre en pause facilement, qui peut se jouer n'importe où, tu n'as besoin d'absolument rien. Et en gros, il y a un petit défi, surtout quand il commence à y avoir des singes, c'est est-ce que je vais te piéger ou pas pour que tu me parles? Parce que les règles de base s'arrêtent là. Tu vois, après, moi je pense que ce qui est bien aussi, c'est de mettre des règles en plus pour que les singes ne dérivent pas trop, tu vois. Du genre, voilà, t'as pas le droit de toucher les humains. Tu peux leur parler, tu peux les rendre fous, tu peux non plus tu cries pas dans leurs oreilles, tu vois, mais tu peux te mêler des conversations de ce qui est en train d'être dit à gauche, à droite, en créer des nouvelles conversations entre singes qui peuvent foutre le bordel. Enfin, ça peut être très drôle aussi, tu vois, dans le jeu, parce que ils n'ont pas le droit de parole en fait, les singes, mais en fait c'est pas vraiment qu'ils n'ont pas le droit de parole, c'est que leur parole n'est plus comptabilisée. Donc par exemple, eux ils peuvent donner des lettres, ils peuvent dire des mots, ils peuvent complètement te pourrir le jeu pour les joueurs qui sont encore en jeu en fait, tu vois. Et c'est juste trop drôle à voir en fait. Et non, franchement, moi, c'est un petit jeu que j'aime bien. Bah, après, il faut juste le cadrer. Et ce que je te dis, ouais, ce que je t'ai dit en coup de vent, mais sur lequel je vais revenir, c'est que c'est un jeu aussi qu'on peut facilement mettre en pause, tu vois. Tu sais que tu es avec ton petit groupe et que ça va durer
régulièrement avec ton petit groupe, vous vous retrouvez seul pendant une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure, mais tout au long du séjour, eh ben, c'est un jeu qu'on peut facilement reprendre parce qu'on se souvient de qui est 3/4, qui est quart, qui est singe complet. Et bon, on se dit, bon, bah voilà, on reprend le jeu à ce moment-là. Allez, on peut même changer l'ordre des personnes dans le cercle et tout, tu vois. Mais bon, on s'en fout, quoi. Bref, c'est un jeu qui peut aussi tenir sur la longueur. Et en plus de ça, tu n'as besoin d'absolument rien. Allez, si peut-être un dictionnaire. Ou d'un téléphone portable pour vérifier sur Google, tu vois, les orthographes des mots, enfin, si ça s'écrit bien, si le mot existe, mais voilà. Alors, quelques petites règles aussi que j'ai oublié de te dire, c'est on ne joue pas avec les noms propres. D'accord, ni avec les prénoms, ni avec les noms des lieux, enfin voilà, tout ce qui est nom propre, on joue que avec les noms communs. D'accord, pourquoi? Parce que les noms propres, ils peuvent facilement avoir une écriture, une façon de les écrire, un orthographe qui diverge d'une personne à l'autre. Tu vois, voilà, tu prends le prénom Paul, il y a plusieurs façons de l'écrire, P-A-U-L, P-A-U-L-E, P-O-L, enfin, tu vois, il y a plein de... Voilà, c'est trop variable en fait les noms propres, d'accord, donc voilà. Mais tout ça pour te dire que c'est un petit jeu qui marche très bien. Et ici, je vais passer un petit peu au bilan pour que tu vois un peu plus avec qui et comment le mettre en place, tu vois. Mais c'est un jeu qui marche très bien, j'espère que tu t'en doutes, à partir de 10 ans. Pourquoi? Parce que avant 10 ans, c'est compliqué d'avoir forcément bien assimilé les règles de français, à minima d'orthographe et voire de variation des mots qu'on pourrait presque appeler des déclinaisons pour pouvoir jouer à ce jeu, en fait, tout simplement. T'es en CE1, t'as 7-8 ans, ça peut être très compliqué de jouer au quart de singe, d'accord? Et puis après, il y a tout ce qui va tourner aussi autour de la règle du on ne doit pas parler à la personne et tout. C'est surtout quand tu es en train de faire autre chose, ça fait travailler l'attention du cerveau sur plusieurs choses en même temps, et c'est bien si tu mets ce jeu en place à partir de 10 ans, mais il fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, au niveau matos, tu vois, moi je te l'ai dit, tu n'as besoin d'absolument rien, à part peut-être d'un dico ou d'un téléphone. Alors au niveau de l'effectif, il se joue à partir de 3, ce jeu il se joue très bien à partir de 3. Bon, c'est sûr que à 3 ça joue vite, ça tourne vite, mais voilà, ça joue, ça fonctionne très bien à partir de 3 personnes. Après, je pense que ne pas dépasser les 7 ou 8, en fait, tout simplement pour un temps d'attente déjà au début du jeu, quand on va essayer de former les mots ensemble. Je pense que entre 5 et 6, c'est bien, c'est parfait pour jouer à ce jeu-là, meneur compris. De toute façon, le meneur peut jouer dans le quart de singe, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, je pense que ça peut être un peu plus intéressant de jouer autour des 5, 6, allez, 7, 8, grand maximum, parce qu'après, ça va tout simplement être trop long au niveau du temps d'attente, en fait, et tu vas perdre des personnes. Mais moi, voilà, ce jeu, je sais que j'en ai fait des veillées complètes de quart de singe, tu vois. On était 5, 6, 7 peut-être, je sais plus trop, avec les jeunes, avec des ados, 15, 17, et ça s'est très bien passé. On a passé une bête de soirée, on a joué de 21h à presque 2h du matin, tu vois. Mais c'est bon, bref. Voilà, ensuite, je te dis, tu joues n'importe où à ce jeu-là. Tu peux jouer dans un bus, tu peux y jouer à table, tu peux y jouer en marchant, tu peux y jouer dehors, en forêt, dans le sable, à la plage, dans l'eau, tu vois, tu peux jouer n'importe où au quart de singe, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, le matos, je t'ai dit, effectif, je t'ai dit, et puis la durée, oui, la durée aussi, je t'ai dit, c'est un jeu qui... En gros, le truc, c'est que ce jeu-là, tu peux arriver à un moment de saturation du jeu avant qu'on arrive à la fin. C'est-à-dire qu'il y a encore, il n'y a pas un dernier humain alors que tout le monde est devenu singe. Mais on peut très bien dire à ce moment-là, quand tu vois que ça sature, saturer, ça ne veut pas dire forcément que le jeu a plu. Ça fait peut-être 1h30 que vous êtes en train d'y jouer, voilà, ton public, tes jeunes, ils ont envie de faire autre chose, tu vois, tout simplement. Et on peut très bien se dire, voilà, on met le jeu en pause, et puis, je sais pas, même si c'est 2-3 jours plus tard, on se souvient de qui avait quoi. Moi, j'étais quart de singe, lui était singe complet, l'autre était 3/4 de singe, l'autre là-bas était demi-singe.
eh ben on reprend le jeu à ce stade-là, on relance et puis c'est reparti, tout simplement. Tu vois. Et c'est pas plus compliqué que ça, mais voilà, c'est un jeu qui peut vraiment durer aussi sur toute la longueur de ton séjour. Et puis aussi, ce qui est pas mal ce jeu-là, c'est qu'une fois que les jeunes le connaissent, c'est typiquement le genre de jeu. Après, ils n'ont plus forcément besoin de toi, surtout s'il y a un dictionnaire ou un Google à disposition. Voilà, j'ai à peu près fait le tour du quart de singe. Ouais, on va aller moucher et enchaîner d'autres jeux de mini-groupe. On se revoit dans un autre jeu. Bien, alors ici, je vais t'expliquer un super jeu de mini-groupe qui s'appelle l'attrape-mouche. Et l'attrape-mouche, c'est un jeu qui est génial parce que le jeu, tu peux le jouer à partir de 2 joueurs. Sans toi. Toi, tu es exclu en tant que meneur du jeu. Il te faut donc toi et 2 autres joueurs. Toi, tu ne peux pas jouer à ce jeu-là. Ok ? Et alors, pour jouer à ce petit jeu, tu as besoin tout simplement d'une balle. Alors, la balle, voilà, moi j'ai pris une balle, tu vois, elle est d'une taille à peu près de la taille d'une balle de ping-pong. Mais tu peux prendre, aller jusqu'on va dire entre cette taille-là et jusque la taille d'une balle de tennis. Ok ? Et donc, pour jouer à l'attrape-mouche, c'est pas compliqué. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à tes joueurs, dans un premier temps, de se positionner comme ceci, donc avec les mains l'une au-dessus de l'autre, comme s'ils tenaient un insecte et donc une mouche ou plusieurs mouches à l'intérieur de leurs mains, d'accord ? C'est le premier truc que tu leur demandes, ok ? Et donc une fois qu'ils sont positionnés comme ça, ce que tu vas leur dire, c'est qu'au sein de leurs mains, ils ont 3 mouches, ok ? Le but du jeu étant d'avoir le plus de mouches possible, ok ? Et donc, une fois qu'ils sont comme ça, dans cette position-là d'attente, toi, ici, avec ta balle, ce que tu vas faire, ici, en fait, le petit jeu, c'est un petit jeu de réflexe, de rapidité, où toi, ce que tu vas leur faire, en fait, tu vas, avec la balle, leur symboliser le fait qu'ils attrapent une mouche de plus ou pas, d'accord ? Donc, la balle va être considérée comme une mouche. Alors, bien sûr, les mouches qui sont dans les mains sont imaginaires, on n'attrape pas les vraies mouches, on les laisse tranquilles, c'est des animaux, il faut les laisser vivre, ok ? Mais donc, ici, donc toi, tu as tes joueurs, donc on va dire qu'on joue à 2, tu vois. Donc j'ai 2 joueurs en face de moi, plus moi, ok. Donc les 2 joueurs, ils sont là, et ils sont comme ça, et ils attendent devant moi, en ayant en tête qu'ils ont 3 mouches dans les mains, ok. Donc ici, toi avec ta balle, ce que tu dois faire, c'est leur faire attraper de nouvelles mouches, la balle symbolisant les nouvelles mouches, d'accord. Donc ici, ce que tu fais, c'est, premier cas, tu vas lancer la balle, ok ? Donc ici, tu lances la balle, hop, bon, je ne vais pas le faire pour de vrai parce qu'il n'y a personne pour la rattraper en face, mais donc tu t'imagines qu'en face, il y a quelqu'un qui est comme ça et qui attend que je lance la balle, d'accord ? Donc là, la balle, elle est lancée et tu imagines que la balle, elle arrive et donc moi, je suis en position d'attente pour avoir la balle. Donc ce que je dois faire, c'est attraper la balle dans mes mains, la refermer et donc dans ce cas-là, je gagne une mouche de plus, d'accord ? Donc là ici, la balle elle arrive, hop, je l'attrape, ça fait plus 1 pour moi, ok ? Maintenant, dans le cas où j'essaye d'attraper la balle, elle arrive, hop, et je l'ai ratée, elle est tombée par terre, et bien à ce moment-là, j'ai perdu toutes les mouches que j'avais dans ma main. D'accord ? Je tombe directement à 0. Ok ? Donc là ici, la balle elle arrive, j'arrive pas à l'attraper, hop, et elle est tombée par terre. Et là ici, j'en avais 3, je retombe à 0. Si j'en avais déjà 7, je retombe à 0 quand même. Ok ? Donc ça c'est le premier cas de figure où toi, en tant que meneur, toi tu lances vraiment la balle. Ok ? Maintenant tu as le deuxième cas de figure où toi tu vas ici feinter. D'accord ? Tu vas pas lancer la balle pour de vrai. Donc au lieu de la lancer, là tu vois, là je l'ai lancée. Ok, donc toi ici ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une feinte, tu vas faire semblant de lancer la balle. Ok, hop. Maintenant, ça c'est le deuxième cas de figure. Les joueurs en face peuvent avoir 2 réactions. Premièrement, ici, moi j'ai cru que la balle elle venait. Donc là ici tu fais semblant de me jeter la balle, moi j'y crois. Je fais ça, non c'était une feinte. Et bien dans ce cas-là, je perds une mouche. D'accord. Donc là ici j'y ai cru, je perds une mouche. Ok. Maintenant. Donc si j'étais à 3, je passe à 2, si j'étais à 7, je passe à 6, si j'étais à 0, je reste à 0. Okay ? Et maintenant, cas suivant, où le meneur va lancer la balle, enfin va faire semblant de jeter la balle, il fait semblant de jeter la balle, j'y crois pas, ou en tout cas même si j'ai un geste, mes 2 mains ne s'ouvrent pas, c'est ça en fait qui fait le déclencheur, mes 2 mains ne s'ouvrent pas, et à ce moment-là, je conserve les mouches que j'avais. Ok ? Alors ici pour clôturer le jeu, tu as plusieurs solutions. Donc la première des solutions, c'est on va se donner un nombre limite de mouches à atteindre. Donc par exemple, on va dire c'est le premier à 10.
Ok. Tu as une deuxième solution, c'est par exemple, tu vas dire le premier qui en a 0, il perd. Ça peut aller super vite, tu vois, une fois tu t'es loupé, tu as perdu toutes tes mouches, très bien. Et après, ce qu'on peut aussi très bien faire, tu vois, là moi, ce que je t'ai proposé là tout à l'heure, c'est de commencer avec 3 mouches de départ. C'est pour dire d'avoir déjà des mouches en main, ok, avoir des mouches à perdre, ça fait un petit enjeu. Mais on peut très bien commencer tout le monde à 0 mouche. Et pareil, on va soit déterminer un score limite, ou on peut même mettre une durée, tu sais. On peut dire, bah voilà, on va jouer 10 minutes, et dans les 10 minutes, c'est la personne qui a le plus de mouches qui remporte le jeu, d'accord? Mais si tu pars du fait que tu as 0 mouche dans les mains, c'est bien si si avec ta balle, tu donnes au moins une mouche à chacun avant de démarrer, tu vois. Ou alors, ce que tu fais, s'il y en a un que tu feintes et qui s'est loupé, c'est pour dire, bon bah voilà, vous avez vu, là ici c'était l'exemple, il y a cru, hein, dans le cas hypothétique où il avait une mouche, il a perdu, ok. Tu te sers d'exemple pour faire ça. Ou même s'il loupe de faire tomber la balle, ou de ne pas la rattraper, de ne pas la gober, ça aussi ça peut servir d'exemple. Mais c'est bien si au début, tout le monde a un petit peu des mouches ou des occasions de les gagner, tu vois, c'est peut-être un peu plus simple, ok. Et oui, et ce que je voulais te dire aussi par rapport à ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui va nécessiter de toi, en tant que meneur, de pas être trop roublard, de pas trop vouloir feinter, et notamment dans la rapidité des gestes en fait. Tu peux feinter, mais pas de faire des gestes hyper brusques, ok? Parce que le geste hyper brusque déclenche une réaction de limite stressante et qui va faire que n'importe qui, et surtout si c'est des jeunes en face de toi, ils vont avoir une réaction un peu défensive, ce qui est normal, c'est du réflexe reptilien, et donc du coup, ça peut faire un peu foirer le jeu. Tu vois, donc n'hésite pas, surtout dans les premiers temps, dans les débuts du jeu, à prendre ton temps dans le geste, que ce soit une feinte ou que ce soit un vrai geste, prends ton temps, tu vois, lance pas comme ça, ça va être beaucoup trop perturbant pour les joueurs. Mais bon voilà, toi dans tous les cas, essaye aussi d'être un peu précis dans les gestes que tu fais, tu vois. Donc pour ça, il faut être pas trop loin de tes joueurs, à 1, 2, 3 pas grand maximum. Et plus ils sont jeunes, au plus tu vas te rapprocher. Et voilà, essaye d'être précis parce que si t'envoies enfin, c'est pas le but non plus dans ce jeu d'envoyer au-dessus, à gauche, à droite, loin derrière. Le but n'est pas de faire courir les personnes, d'accord. Le but est de le faire réagir avec les mains, ok. Et puis voilà, après, ce que tu peux aussi très bien faire, que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que le jeu, tu peux le clôturer tout simplement en disant il n'y a pas de gagnant, on joue. Juste on joue et puis vous jouez contre vous-même à essayer d'avoir le plus de mouches possible. S'il y en a un qui établit un record, c'est bien. Si les autres vous voulez juste jouer, c'est bien aussi. D'accord. Donc tout est faisable un petit peu dans ce jeu-là. Ok. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour les conseils que je voulais te donner à propos de ce jeu. Maintenant on passe un petit peu au bilan. Donc ce jeu-là, à partir de 6 ans, ça commence à jouer plutôt bien. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans ce jeu-là? Il faut garder les mains fermées en face de quelqu'un et attendre qu'on lui lance ou qu'on lui lance pas une balle pour réagir ou non. Et comme tu joues en individuel, que ça ne demande pas forcément de stratégie collective, eh ben ouais, c'est accessible facilement à partir de 6 ans. Et justement, ça va travailler le réflexe en fait chez le jeune en fait à partir de cet âge-là. Okay, bien évidemment, ça peut se faire à un âge plus élevé aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je sais que j'y joue avec des ados, ça déchire, on s'éclate. Mais à partir de 6 ans, l'attrape-mouche fonctionne très très bien. Aussi, à combien est-ce qu'on y joue? Ben voilà, tu vois, je t'ai dit, il te faut un minimum 2 joueurs en face de toi. Enfin, même à la limite, tu peux jouer tout seul avec un jeune, hein, s'il se fait son défi à lui tout seul, voilà. Mais bon, je pense que c'est bien d'être 2 pour qu'ils aient ne serait-ce qu'un défi entre les deux et que, tu sais, il soit pas à chaque fois sûr que c'est lui qui va recevoir la balle à tous les coups, qu'il y ait un petit peu une hésitation, une incertitude dans le fait de qui est-ce qui va soit recevoir la balle, soit être feinté. Ok. Et après, bon, je pense que comme beaucoup d'autres jeux de mini-groupe, je pense que c'est bien si tu montes pas au-delà du 7, 8, 9 joueurs, parce que ça peut être assez long en fait. Si tu mets 15 joueurs pour le 15e avant qu'il soit mis en action, ça peut être super long pour lui aussi, d'accord. Donc je pense que ouais, entre 2 et 8 joueurs, c'est pas mal pour jouer à la trappe-mouche, sachant que je te répète que toi tu n'y joues pas, d'accord. Toi tu es meneur et toi tu comptes les points en fait, et c'est toi qui va faire en sorte qu'ils attrapent des mouches ou pas, ok. Ensuite, on y joue où? Ben, tu vois, comme c'est un jeu qui ne nécessite pas forcément de courir, on peut même y jouer assis. Tu peux y jouer en intérieur comme en extérieur, sur à peu près tout type de terrain, à partir du moment où tu as l'espace dégagé pour pouvoir jeter la balle d'un joueur à l'autre, en fait, enfin de toi à un autre joueur en fait. Voilà, donc on peut y jouer à peu près partout. Enfin voilà, pour ce qui est du terrain où tu joues. Ensuite, tu as besoin de quoi comme matos? Bah, tu as juste besoin d'une balle, et sachant que au plus la balle va être petite,
au plus ça va être difficile de la rattraper, d'accord? Donc si tu es avec des jeunes aux alentours des 6 ans, c'est peut-être mieux déjà de commencer par une balle de tennis en mousse, tu sais, les balles bleues, rouges, vertes là, de tennis toutes molles là, qui jouent avec les raquettes en plastique. Peut-être bien de commencer par ça, et par contre si tu joues avec des ados, tu peux directement commencer avec ça, il n'y a pas de problème quoi, tu vois, même un peu plus petit c'est bien. Le truc c'est que la balle ne soit pas trop dure non plus, parce que des fois dans des mouvements rapides, tu vas vouloir la claquer, l'attraper pour être sûr de pas qu'elle bouge, et si tu mets une balle dure, genre une bille, tu vois, ça peut être un coup à se faire mal aux mains. Ok, donc privilégier les balles un peu molles. Okay. Et puis voilà, puis on y joue combien de temps à ce jeu-là? Voilà, c'est soit tu détermines qu'on y joue en partie avec un nombre de points déterminé, ou alors avec une limite de temps déterminée, ou alors tu dis bon on y joue et puis on verra bien quand on arrête. Il n'y a pas forcément de fin déterminée obligatoire à la fin de la trappe-mouche. Ok. Bon, allez, on se retrouve dans un prochain jeu de mini-groupe. Alors ici je viens de te présenter donc deux jeux de mini-groupe. Donc je t'ai présenté dans un premier temps le quart de singe, et ensuite je t'ai présenté la trappe-mouche. Et donc du coup voilà, maintenant que tu as compris un petit peu le principe des jeux de mini-groupe, ce que tu peux faire c'est en trouver d'autres par toi-même, soit en allant sur le terrain et en rencontrant d'autres personnes qui vont te les expliquer, soit en ayant accès à la ressource de différents organismes de formation, ou dans les organismes de formation, même s'ils n'en parlent pas beaucoup, il y en a quand même normalement des jeux de mini-groupe qui traînent quelque part, il faut juste réussir à mettre la main dessus. Souvent c'est sous forme de fiches d'activité, ou alors tu peux faire le schéma classique que tu connais, tu vas sur internet, tu poses ta question sur un groupe Facebook, ou il n'y a pas que ça, il y a toute la ressource d'internet, où il y a des sites de ressources, mais bon bref, sur internet tu peux trouver aussi pas mal de choses. Ok, moi tu vois, il m'a fallu plus de 10 ans pour découvrir et tester cette douzaine de jeux de mini-groupe de qualité que je mets à ta disposition, dont je viens de t'en présenter deux gratuitement ici là sur cette chaîne, ok, dans cette vidéo, ok. Mais bon voilà, sinon si toi t'as pas forcément envie de devoir attendre d'aller sur le terrain pour rencontrer des personnes qui vont te former, ou devoir intégrer un centre de formation pour pouvoir avoir accès à leurs ressources, ou que tu trouves pas ton bonheur sur internet dans les différentes ressources qui existent classiquement, ce que tu peux faire, c'est commander le répertoire des jeux de mini-groupe que j'ai prévu pour toi sur la médiathèque Animaré. Donc c'est un répertoire qui est polyvalent, dans le sens où j'ai prévu des jeux pour les différentes tranches d'âge, sur différents types de terrains, avec plus ou moins de matos, voire des fois il y a des jeux qui sont sans matos, tu vois. C'est ça aussi qui est bien dans les jeux de mini-groupe, c'est que t'as pas forcément pour certains jeux, tu n'es pas obligé de faire de la prépa. Okay, aussi, c'est facile d'accès si tu as besoin de t'y replonger sur la médiathèque Animaré. Parce que tu vas sur ton espace membre et tu as juste à aller sur ta formation à propos des jeux de mini-groupe, et tu vas dessus, tu choisis le jeu, tu retournes dessus autant que tu veux, il n'y a pas de problème. Et ce que tu peux même faire, si toi tu as du mal à avoir, si tu n'as pas encore assimilé le jeu de mini-groupe mais que tu veux déjà le présenter à tes collègues ou à ton public, ce que tu peux faire, c'est que tu peux leur lancer la vidéo et me laisser faire les explications. Si tu es dans l'urgence et que tu n'as pas le temps, voilà, il n'y a pas de souci, ça marchera. Et puis voilà, faudra juste que toi tu seras à côté, faudra juste que toi tu restes à côté. Pourquoi? Parce que même si moi je présente le jeu pour toi, ce sera quand même toi le meneur ou la meneuse du jeu, d'accord? Donc voilà, c'est important que tu sois quand même à côté. De toute façon, dans tous les cas, chaque jeu, je pense qu'il faut le jouer au moins 2-3 fois pour le maîtriser, ok? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas découvrir exactement dans ce répertoire? Donc, dans ce répertoire, il y a 10 jeux de mini-groupe accompagnés de leur bilan et de leurs conseils. Et il y en a pour eux au moins 2 heures, 2 heures et demie de vidéo derrière, de conseils en vidéo exclusifs que tu trouveras nulle part ailleurs. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un coup de fil gratuit dedans, d'où tu télécharges la fiche et puis tu verras le protocole dedans. Mais en fait, ce coup de fil, il te sert si tu as des questions directement à propos des jeux de mini-groupe et que tu veux me poser en direct, ou alors si tu as d'autres sujets que tu veux qu'on aborde à propos de l'animation, il n'y a pas de problème, ce coup de fil est gratuit. N'hésite pas à aller voir la vidéo des coups de fil là, qui t'en dira un petit peu plus. Tu verras peut-être un peu plus à quoi ça sert en dehors des méthodes pour lesquelles tu as reçu ce coup de fil gratuit. D'accord? Alors, juste aussi ce qu'il faut que tu saches quand même dans ces vidéos, c'est que voilà, je te les ai faites, elles sont
sont exactement comme les deux jeux que je viens de te présenter, c'est-à-dire que je suis seul à l'écran, d'accord? Il n'y a que moi que tu vois. Toujours une question de droit à l'image des jeunes que j'ai toujours pas réussi à récupérer. Mais voilà, et aussi si tu veux, ces vidéos, elles sont pas optimisées pour faire joli à l'écran, d'accord? Moi je suis pas, si tu m'as suivi un petit peu et que tu vois un petit peu quelle philosophie j'ai un petit peu comme anime de base, je suis pas pour les paillettes et la poudre aux yeux. Enfin si, pourquoi pas, mais d'abord c'est est-ce que le squelette tourne, d'accord? Et donc en fait, si tu veux, moi c'est ce que j'ai fait, c'est que là ici, il n'y a pas de poudre aux yeux dans les vidéos, tu as le squelette, tu as le contenu, le fond que toi après derrière tu peux rhabiller comme tu veux évidemment. Mais si tu veux, moi je t'explique les jeux par l'exemple, c'est pas de la déco mais du squelette et tu peux rhabiller à ta façon. En gros, ce que je te présente, c'est une fiche d'activité en vidéo en fait, pour faire simple, ok? Voilà. Et puis en plus de ça, ce qui est pas mal avec les jeux que je t'ai proposé, que je t'ai prévu de ce petit répertoire de jeux de mini-groupe, c'est que il y a peu, voire pas de prépa à faire pour ces jeux. Au maximum, tu en as pour 5 minutes de préparation avant de lancer ton jeu. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est adaptable à tous les thèmes. Donc il n'y a pas de thème dans lequel tu peux pas remettre. En même temps, c'est ce que j'ai prévu, c'est ce que j'ai voulu en étant très léger sur l'habillage du jeu en question, en te laissant le squelette. C'est fait pour que tu puisses le réadapter à ta sauce. Et aussi, voilà, c'est parfait. Moi, je pense que c'est parfait aussi pour improviser à partir du moment où tu les connais parce que c'est super rapide à lancer en fait. Voilà, tu peux, s'il te faut un petit peu de temps de prépa, tu demandes à un de tes collègues de tenir ton groupe 5 minutes par exemple avec une chanson et puis toi tu reviens et puis tu as le jeu. Franchement, c'est super facile à mettre en place, sachant qu'il y en a certains où voilà, il n'y a pas de prépa, tu peux les lancer directement, ok? Et voilà, et aussi ce qui est pas mal, c'est que je t'ai mis des jeux à partir d'entre 1 et 4 joueurs. Donc il y a des jeux auxquels tu peux jouer tout seul. Et puis voilà, à partir jusque 4 joueurs. Après, bien sûr, les jeux de mini-groupe, tu verras en général dans les bilans qu'on peut monter en général jusqu'à la dizaine de joueurs. Mais moi, je te les ai présentés bien évidemment parce qu'on peut y jouer à moins de 5. D'accord? Et aussi, tu verras que dedans, il y a 2 jeux que j'ai créés totalement moi-même. Tu verras, tu iras voir, tu les découvriras, ok? Mais donc, ce que tu vas avoir aussi, si tu veux, le bénéfice que tu vas en retirer au-delà des jeux, au-delà de la ressource pure et dure, tu vas en tirer aussi des bénéfices pour toi, le fait de commander ce répertoire. C'est déjà, premièrement, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les jeux que je vais te présenter, les jeux que je vais t'expliquer, ils sont très peu connus, très peu répandus. Ce qui veut dire qu'ils vont intéresser ton public. Mais oui, la nouveauté, ça intéresse toujours. Ça intéresse pas forcément tout le monde, mais en proportion, ça intéresse vraiment pas mal de monde, la nouveauté. Ok? Et aussi, si tu veux, c'est que comme moi, je t'ai fait un répertoire polyvalent qui peut s'adapter à différents terrains, à différentes tranches d'âge, à différentes situations que tu vas rencontrer avec plus ou moins de matos, par exemple. Ce qu'il y a, c'est que tu vas pouvoir choisir quel jeu est le plus adapté à la situation que tu vas rencontrer. Ok? Et donc, comme tu vas sortir un jeu qui va être pertinent par rapport à la situation que tu vas rencontrer, tu vas forcément te démarquer et gagner de la crédibilité, voire de l'autorité par rapport à ton public. Et tu sais que moi, je suis un grand fan de ce qu'on appelle l'autorité de compétence, d'accord? Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo-là sur Animare TV qui va te présenter l'autorité de compétence. Mais moi, tu sais, c'est quelque chose que j'essaie de véhiculer et c'est quelque chose que tu vas pouvoir développer avec ces jeux de mini-groupe, ok? Et donc, si ça t'intéresse toujours, ce que tu fais, c'est que tu vas dans la description, tu cliques sur le premier lien et je tiens à te dire, à te préciser, comme chaque produit disponible sur la médiathèque Animare, chaque produit payant, à chaque fois, je fais un prix de lancement et donc là, ici, tu as moins 50% pendant 7 jours avec le coupon mini-groupe que tu as à rentrer, à taper juste avant de commander, juste avant de payer. La médiathèque va te sortir un petit onglet donc avec le produit que tu as réservé, etc. Elle va te demander dans cet onglet, dans cette petite fenêtre, si tu as un code promo. Et c'est dans cette fenêtre qu'il faut rentrer donc le coupon mini-groupe, M-I-N-I-G-R-O-U-P-E-S, mini-groupe au pluriel,
tout attaché et en majuscule, et pour bénéficier d'une réduction de 50%, donc pendant 7 jours, après le prix donc doublé, parce que c'était une réduction de 50%, et puis voilà, donc n'hésite pas à en profiter, voilà, et moi tout ce que je vais te demander en échange, donc c'est une adresse mail pour te connecter à ton espace membre ou ton espace client sur la médiathèque Animare. Donc en gros, il faut que tu me donnes un mail pour que moi je t'envoie le lien à travers lequel tu vas pouvoir te connecter à la médiathèque Animare. Ok? Et donc voilà, et surtout une fois que tu as commandé, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que ton répertoire de jeux de mini-groupe est disponible à vie sur la médiathèque Animare. Même le jour où moi je la ferme, elle est sur une plateforme qui s'appelle Podia, et Podia risque pas de fermer, et tant que Podia est ouverte, eh ben, tu peux aller la consulter à chaque fois. Même si moi je ferme mes activités, tu pourras toujours aller sur la médiathèque Animare pour consulter ce que tu as acquis. Ok. Alors juste je tiens à te dire aussi que ces jeux-là, les jeux de mini-groupe, ils n'est pas prévus pour les maters. Ils sont prévus à partir de 6 ans. D'accord? Pourquoi? Parce que, déjà, premièrement, je vais être très honnête avec toi. Les maters, c'est pas forcément mon public de prédilection. C'est un public avec lequel je travaille, mais avec lequel je suis pas aussi performant qu'avec les ados, par exemple. Donc, j'ai pas forcément autant de ressources pour les maters qu'avec les ados. Et puis, surtout, avec les maters, j'ai prévu par la suite de te présenter des jeux spéciaux maters. Mais je voulais pas les inclure pour pas tout mélanger, pour pas trop t'embrouiller, etc. Voilà, je tenais à séparer les maters. Voilà, mais bon, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de 6 ans, les jeux de mini-groupe que je t'ai prévus fonctionnent très bien. Évidemment, si dans le bilan, je te dis qu'ils fonctionnent pas avant 10 ans, c'est qu'il y a de bonnes raisons aussi. Je te le justifie aussi dans le bilan, tu vois. Mais voilà, j'ai prévu des jeux de mini-groupe à partir de 6 ans. Ok, donc c'est pas forcément pour les maters. Et puis, ce que je tiens à te dire aussi, c'est que ces jeux-là, ils fonctionnent, ils déboîtent à partir du moment où toi, tu mets l'envie. Bah, déjà, à partir du moment où tu les mets en place, déjà. Mais à partir du moment où toi, tu mets l'envie et tu mets l'entrain derrière, en gros, que tu donnes de la motivation à ces jeux-là en tant que meneur. Donc, n'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai faite là, ici, sur les conseils pour mener une activité. Mais voilà, je tiens à te le dire. Et en fait, tout simplement, moi, voilà, je veux pas que tu prennes ce produit, c'est pour ne pas le mettre en place derrière, tu vois, c'est un vrai module de formation, mais derrière il va nécessiter que tu t'investisses dedans. Le commande pas pour soit derrière le proposer à l'arrache, ou alors pour ne pas le proposer du tout. Ça sert à rien, d'accord? Tu vas juste faire plus de mal à ton public qu'autre chose, et c'est pas du tout le but que j'essaie de mettre en place à travers Animare. Tu vois, je préfère que tu me donnes pas d'argent, mais que tu laisses ton public tranquille, ou que tu le fasses pas voir des trucs bizarres ou à l'arrache, plutôt que tu me donnes de l'argent, mais que derrière tu t'en serves pour leur faire voir des trucs à l'arrache sans forcément avoir compris la démarche du jeu, avoir compris ce qui se cachait derrière, etc. Et de le mettre à tout va à n'importe qui sans forcément réfléchir, est-ce que c'est pertinent de le faire là maintenant? D'accord? Ok. Voilà, mais après, voilà, je peux même te dire aussi que les jeux de mini-groupe, moi, je te les propose, mais tu as d'autres solutions. Tu vois, tu n'es pas obligé d'acheter mon répertoire. Comme je te l'ai dit, tu peux aller voir ailleurs sur Internet si tu n'as pas accès à une ressource dans un centre de formation, que tu n'as pas le temps d'attendre le terrain. Surtout là maintenant, vu la période de confinement, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va le revoir. Mais voilà, sinon, tu as quand même d'autres solutions que les jeux de mini-groupe que je te propose pour animer ton mini-groupe. Voilà, tu peux déjà partir sur des jeux de société, ça fonctionne toujours. Il y a aussi les activités manuelles, ça aussi, ça fonctionne toujours. Et après, il y a tout ce qui va tourner autour des ateliers cuisine, des ateliers jardin, des ateliers nature, etc., etc. Enfin, je veux dire, les jeux de mini-groupe, c'est pas une fin en soi. Il y a d'autres choses que tu peux faire avec ton public qui est un mini-groupe. Ils sont moins de 5 avec toi. Et il y a d'autres choses que tu peux faire à part les jeux de mini-groupe. C'est pas une fin en soi et c'est pas la solution finale ni la solution parfaite. C'est une bonne solution, mais il y a d'autres choses à travers lesquelles tu peux travailler aussi à travers tes jeux de mini-groupe. Ok? Enfin, bref, tout ça pour te dire que moi, je te conseille de te préparer à encadrer et animer des mini-groupes, parce que même si ça t'est jamais arrivé, ça risque de t'arriver un jour ou l'autre. Les jeunes comptent sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.